Et donc je propose, et je remercie donc Catherine, tu restes là avec nous, Olivier Guillot qui nous rejoint donc pour cette table ronde, Gérard Raymond, Jean-Philippe Ouvry et Marie-Pascale Paumet, s'il vous plaît, si vous voulez bien me rejoindre. Alors, je vous propose donc de nous lancer dans cette fameuse table ronde. Vous connaissez les intervenants, mais il y a Monsieur Guillot qui ne vous a pas été présenté, qui a animé sa table ronde, mais qui n'a pas été présenté. Donc, professeur émérite à l'université de Neuchâtel, cofondateur de l'Institut Droit et Santé de Neuchâtel, qui est aujourd'hui repris et co-dirigé par quatre enseignantes. Donc, ça fait de longues années maintenant qu'on se connaît et je suis ravie de te revoir à cette occasion. Et voilà, les présentations officielles sont faites. Pour cette table ronde, si vous le voulez bien, on va faire quelque chose d'assez organique, naturel. Non, en fait, vous avez peut-être compris, on s'était donné un gage de placer le mot organique dans les présentations. Donc voilà, c'est fait pour moi. Mais je lève le secret. C'est validé. Donc, quelque chose en tout cas d'assez spontané, je dirais plutôt, dans cette table ronde. Et donc, pour ça, je vais vous poser des différentes questions aux uns aux autres, en vous demandant, s'il vous plaît, des réponses très brèves. Et n'hésitez pas, pour garder cet esprit dynamique et organique, de rebondir les uns les autres sur les propos des autres. Alors, première question que j'avais envie de vous poser à tous, c'est, alors on a déjà un petit peu répondu à ça, mais quels seraient pour vous les enjeux d'une statutarisation des patients partenaires, hormis la question de la rémunération qu'on a déjà évoquée? Quelles sont vos attentes spécifiques, les problématiques que cela pourrait poser? Je peux commencer rapidement. Au Québec, par exemple, chaque établissement a un peu une façon différente de donner un statut aux patients qui interviennent dans l'établissement, au-delà évidemment des comités des usagers. Et ça pose quand même un petit souci, quand même, qu'il y ait trop de diversité dans la manière de concevoir le statut. C'est pas très équitable et ça fait en sorte que les personnes ont l'impression de ne pas forcément être bien reconnues dans l'apport qu'ils peuvent avoir dans un établissement. Donc c'est sûr que moi je plaiderais quand même pour qu'il y ait un statut qui n'est pas celui de bénévole en tant que tel, parce qu'au Québec c'est très particulier ce que font les bénévoles. Donc il y a un statut de bénévole dans les établissements et il pourrait y avoir un statut spécialement reconnu pour les patients partenaires, on va les appeler comme ça, qui après interviennent de plein de façons différentes, qui permettrait quand même d'avoir un minimum de formalisation de la manière dont ils interviennent dans les établissements. Et ça me permettrait quand même d'avoir, en termes de couverture assurantielle, le minimum quand même pour encadrer, pour leur permettre de pouvoir fonctionner dans des balises qui vont les sécuriser minimalement. Après, on peut rentrer dans le fait, est-ce qu'on veut aller dans un truc hyper rigide ou pas? Peut-être pas, mais un minimum quand même, je l'entends constamment de la part des patients. Au Québec, ils ne sont pas trop revendicateurs pour être rémunérés. Par contre, pour être dédommagés, oui. Mais ils veulent aussi quand même qu'il y ait un minimum de statut. Parce que sinon, ce sont des électrons libres. De temps en temps, on les met du côté des bénévoles, pas des bénévoles. Puis le fait de les mélanger avec les bénévoles fait qu'on les déprécie. Parce que les bénévoles, normalement, ils disent bonjour, vous cherchez quel service, on va vous emmener à tel service. C'est tout, là. Je veux dire, ils ne sont pas là en train de mobiliser leur savoir expérientiel, ni leur capacité de pouvoir vraiment bien naviguer dans le système de santé. Donc, c'est ça, il y a encore un petit enjeu important. Et avez-vous au Canada une charte, comme a pu être réalisée, comme ça a pu être fait à la PHP? Nous, on en a rédigé. Alors, pardon. Oui, c'est ça. Il y a eu des chartes qui ont été rédigées, mais encore une fois, à titre d'établissement. C'est qu'on n'a pas une charte reconnue. Ça va avec la même chose que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'on est encore dans... chaque établissement fait sa charte dans son coin, mais il n'y a pas de leadership pris par le ministère de la Santé pour vraiment dire on veut avancer. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y avait un leadership qui avait été pris par le ministère, qui avait créé spécialement, à ma demande, un comité pour pouvoir réfléchir à toutes ces choses-là. Et nous sommes depuis 2 ans et demi avec un problème de chaise musicale absolument hallucinante. Et on en est à la 4e personne qui est en responsabilité. Et le dossier n'a pas avancé. Voilà. On va jouer à ça. J'en avais un ici. Attends, je te laisse. Alors, appuie-le au bout. Et ça doit devenir vert. Ouais, finalement.
En fait, ce que j'ai réalisé, puis ça fait bien plus de 10 ans, fait que j'ai ma chaire de recherche du Canada. Puis quand je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est accompagner les modèles d'innovation dans les systèmes de santé. Puis il y a un mythe que j'ai déconstruit au travers de mes travaux, puis vous allez voir le lien. Souvent, j'entends, surtout dans le secteur de l'intelligence artificielle, que le droit brime l'innovation. Hein, ça va vraiment trop de règles, on n'est plus capable d'innover, on étouffe. En fait, c'est souvent le contraire. Puis je pense que ça rejoint vraiment le point de Marie-Pascale, c'est que, puis on l'a vu dans le projet, je vous l'ai mentionné au départ, mais l'incertitude juridique freine souvent l'innovation, ou ça développe l'innovation qu'on ne veut pas vraiment. Et dans ce cas-ci, c'est venu très vite sur la table. Comme je vous disais, les patients accompagnateurs eux-mêmes, ou les patients experts, comme vous les appelez, disaient « Moi, je commence à avoir peur un peu tant qu'on ne clarifie pas mon rôle. » Et les professionnels de la santé nous le disaient aussi. « Moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette personne-là? C'est quoi mes responsabilités? » Donc, je pense qu'il faut clarifier minimalement. Donc ça, je plaiderais en faveur de la clarté juridique. Et là, on peut le faire de différentes modalités. On a parlé d'une charte. Je pense qu'il peut y avoir des règles éthiques, finalement, qui vont un peu standardiser ce qu'on attend des professionnels, des patients accompagnateurs à large échelle. Donc, pensez à différentes modélisations, mais je voulais juste que vous ayez ce message-là en tête, c'est que des fois, être précis, ça va aider soutenir l'innovation. Et puis moi, je peux rebondir sur ce projet exactement, là, parce que c'est vraiment grâce à tout le travail qu'a fait Catherine qu'on a réussi à débloquer Parole Onco quand même. Hein, parce que Parole Onco, on a fait 1 an et demi de pré-travail avant de commencer à faire intervenir les patients accompagnateurs au niveau clinique. Et constamment, les cliniciens, et même les plus engagés, ceux qui étaient vraiment convaincus, qui étaient les co-chercheurs, etc., étaient... tant qu'on n'a pas un peu de balise, on ne commence pas. Et quand on a commencé le travail avec Léa, qu'il y a eu un texte qui est sorti, qu'on a pu donc écrire des choses sur des PowerPoint en disant voilà dans quel cadre on se trouve, ça a débloqué instantanément. Donc, oui, je voulais peut-être rajouter à la remarque de Catherine tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, si on veut créer un statut pour les patients partenaires, il me semble que ça pose une question préalable qui est celle de vraiment clarifier ce que l'on va régler, parce qu'on a entendu tout au long de la journée, il y a des patients partenaires, experts, accompagnateurs, les rôles ne sont pas exactement les mêmes. Et il faut clarifier aussi dans quel but, pour quel objectif ils sont là. Est-ce qu'ils servent les intérêts du patient? Est-ce que c'est vraiment pour promouvoir l'autonomie, pour les aider à décider, les épauler, les soutenir? Est-ce qu'on n'est pas là dans l'intérêt finalement de la santé publique pour essayer d'améliorer la qualité des soins? Peut-être même aussi l'efficacité et le rapport coût-bénéfice. Est-ce qu'on n'est pas là aussi parfois dans l'intérêt des institutions? Ça leur fournit du personnel à bon marché. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'intérêt des chercheurs? Ce matin, on a entendu que les patients partenaires en recherche, ils pouvaient aussi être là pour recruter des sujets de recherche. Est-ce qu'on n'est pas là aussi pour aider les professionnels, finalement, et peut-être les décharger en partie? Donc, pour moi, il y a beaucoup encore d'ambiguïté dans cette nébuleuse de patients partenaires. Et tant qu'on n'aura pas vraiment clarifié ce que l'on entend régler, dans quel but on le fait, on aura de la difficulté à le faire. Parce qu'il y a aussi, il faut voir toutes ces initiatives qui ont été prises pour promouvoir l'autonomie du patient. Ça fait quand même 40 ans qu'on parle de l'empowerment du patient. Hein? Il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont ensuite été récupérées par d'autres à leur profit. Même le consentement éclairé qu'on a présenté comme vraiment voilà, le pas en avant décisif, il y a des analyses critiques qui essayent de dire, mais finalement, toute l'information qu'on donne aux patients, est-ce que c'est vraiment pour l'aider à décider ou bien est-ce que c'est pour uniquement l'amener là où le professionnel veut l'amener, c'est-à-dire à dire oui au traitement qu'il lui propose? Et d'ailleurs, pourquoi on parle de consentement éclairé alors que ce que l'on veut promouvoir, c'est la liberté de choix? Et si on dit consentement, ça veut dire que refuser, c'est pathologique. Donc, il y a beaucoup de questions, je trouve, à se poser en amont avant vraiment de vouloir réglementer dans les détails ces statuts. Oui, alors moi je suis toujours assez étonné qu'on veuille opposer le fait d'avoir un cadre et la liberté. Je pense que la seule liberté, alors moi c'est plus philo que juridique, c'est Emmanuel Kant, c'est quand on fait son devoir. Après, il est plus difficile de savoir quel est son devoir que de le faire. Mais vouloir toujours penser que laisser de la liberté comme ça va nous rendre les plus créatifs, on voit bien que ça ne marche pas.
Et à côté de ça, l'aspect, depuis les années que ces projets existent, il y en a eu de l'expérimental. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des choses à en tirer. Et sans rentrer dans obligatoirement quelque chose qui fige, mais un cadre, oui, évidemment. Et d'ailleurs, essayer d'exercer votre liberté en dehors d'un cadre, ça ne marche pas. Il faut un cadre, quitte à se transgresser de temps en temps. Mais il faut un cadre, ce qui n'existe pas. Après, il n'est pas obligé d'être complètement phagotisé, etc. Aujourd'hui, il y a le bénévolat, etc. Mais pas oublier aussi que, et ça a été dit, la plupart du temps, on imagine toujours le patient partenaire dans l'exercice d'accompagnement des autres patients. Je pense qu'il a un rôle aujourd'hui véritablement dans le système de santé. On verra tout à l'heure, je pense, sur une des dernières questions, comment ça peut se faire. Mais ce cadre, une fois encore, et là je crois que c'est tout à inventer, expliquez-moi comment il peut se faire sans formation. Et donc ça pose cette question. Voilà, je suis allé un peu vite ce matin, de formations validantes qui ne sont pas spécialement en UFPP. Nous, c'est certainement à évoluer. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses bien, voilà. Mais qu'il y a des moments pour n'importe quel, je dis tout le temps, mon boulanger, pour être boulanger, il a besoin d'un CAP. N'importe quelle profession, il y a besoin de quelque chose qui valide. Après, c'est pas ça qui en fera un bon, c'est pas ça qui trouvera du travail obligatoirement, mais il y a une sorte de validation de minimum des acquis. Je pense que c'est la première chose qui devrait être mise, et ça je vois pas autrement qu'au niveau du haut de l'État mis en place. Et après, vous inquiétez pas, on sera libre. Mais croire que la liberté, c'est faire que ce qu'on veut, c'est une erreur. Le cadre nous manque aujourd'hui pour pouvoir justement être encore plus libre. Moi, je me demande si ce n'est pas plutôt des cadres qu'il nous faudrait, plutôt qu'un cadre unique. Parce que, comme tu l'évoquais, ça répond à tellement de disparités de situations. Est-ce qu'on ne pourrait pas établir le cadre du patient bénévole, le cadre du patient rémunéré, le cadre peut-être du patient chercheur? C'est prévoir un cadre général avec des grands principes et puis après envisager peut-être des réglementations plus spécifiques en fonction du profil et des ambitions de ce partenariat. Je sais pas. Vous venez de le dire en conclusion, il faut un grand cadre général et au milieu de ce cadre-là, ou un grand cercle général et au milieu de ce cercle-là, des petits carrés. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'effectivement, il faut redéfinir ce qu'est l'engagement associatif, bénévole, que ce soit dans la représentation des usagers, mais aussi dans cette volonté de participer à l'expérience patient et à la prise de soin pour soi-même d'abord et puis du soin des autres. Donc ça, c'est important. Après, il faut redéfinir en fonction patient chercheur, patient expert, patient accompagnant, partenaire, etc. Et puis, encore une fois, dans quel but? L'essentiel, je pense que c'est de définir le but. Quel rôle va jouer cette personne-là dans l'équipe soignante? Est-ce qu'elle est là simplement pour servir la soupe aux professionnels de santé et vanter les mérites du service? Voilà. Ou est-ce qu'elle est là effectivement pour accompagner la personne? Bien aimé votre consentement éclairé. J'avais une définition à l'époque où j'étais un peu plus virulent qui disait l'éducation thérapeutique, les programmes d'éducation thérapeutique servent aux professionnels de santé de vous prendre la main et de vous amener là où ils ont envie de vous amener. Je rajoutais nos programmes à nous, associatifs, élan solidaire, d'accompagnement, c'est de vous tenir la main et de vous accompagner là où vous voulez aller. Voilà, c'est pas la même chose. Donc c'est ça, je pense. Donc il faut qu'on définisse clairement dans un cadre législatif, qu'on définisse après ce dont a besoin l'équipe soignante, pour quel objectif, et là, on touche à la formation, parce qu'encore, l'expérience patient, mon expérience à moi de patient, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas là. Si j'ai en face de moi d'autres patients qui sont effectivement dans la galère et que j'ai pris l'engagement de les accompagner, c'est pour les écouter. C'est pas pour leur raconter ma vie. C'est pour les écouter avec bienveillance. C'est pour redéfinir. C'est pour le savoir-être, le savoir-faire. Et donc ça s'apprend.
c'est pas simplement mon expérience de résilience et d'avoir rebondi et d'avoir retrouvé de l'intérêt dans une vie, etc., qui va faire que je vais pouvoir mobiliser d'autres patients à retrouver le sens de leur vie ou retrouver un intérêt dans leurs soins et de vivre avec leur maladie. Donc oui, il y a nécessairement des formations à faire. Qui fait ces formations-là? Le contenu de ces formations-là, donc à un moment donné, il faudra bien quand même, pour les agréer, il faudra bien avoir un regard. Et donc c'est tous ces sujets-là qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a Marie-Pascale. Je veux juste dire que les instituts de recherche en santé du Canada, qui est vraiment le grand organisme qui finance la recherche au Canada, est actuellement en train de définir un cadre d'engagement des patients dans la recherche. Donc ça sera intéressant quand ils vont avoir fini de le rédiger, là c'est en cours de rédaction, pour voir un peu de quelle manière ils vont l'appréhender, puis comment à partir de là on pourrait faire un cadre plus général, et puis aussi s'inspirer de ça pour faire des choses plus particulières. Donc voilà, ça pourrait être une source d'inspiration. Eh bien, je fais une proposition. On a oublié de mentionner le fait que les actes de ce colloque, on va essayer d'en constituer, on va récupérer le maximum de contributions, si vous en êtes d'accord, pour publier dans le journal de droit de la santé et de l'assurance maladie. Si d'ici là, on peut avoir ce cadre et un petit écrit là-dessus, on est preneur, comme ça on avancerait, on ne serait pas seulement dans le constat, on serait aussi dans la proposition et de la réglementation. Vous évoquez tous les deux la problématique de la formation, ce qui pour moi est une transition sur une autre question que je voulais poser. Quelle est la légitimité des patients partenaires? Est-ce que vous êtes confrontés à un défaut de légitimité? Comment ils sont acceptés par les patients? Et évidemment, la réponse est dans le fait que la légitimité vient de la formation. Et donc, voilà. Pour être beaucoup plus pragmatique, je parle de mes propres expériences. Parler que déjà, ça fait quand même 40 ans qu'on parle de ça, hein, qu'on fait un peu d'éducation thérapeutique. On avait même des cours d'éducation thérapeutique dans les années 80, à Salle et compagnie. Et donc... moi, j'ai subi, semaine d'éducation thérapeutique, comme à l'école, avec un agenda, un cahier, des blouses blanches qui venaient nous expliquer que, voilà, il fallait, diabétique, les zones d'injection, manger, ceci, cela. Et on était une dizaine en cours. J'ai appris des choses, certainement, mais ce que j'ai beaucoup plus appris, c'est lorsque toutes ces blouses blanches étaient parties et qu'on restait, nous, la dizaine des patients diabétiques, assis et passer la soirée ensemble, puisqu'on couchait sur le même lieu, et à discuter. Et chacun racontait sa vie. Moi, à cette époque-là, je faisais 25 km en courant tous les jours. Bon, je faisais des marathons et tout. Donc, un autre faisait les 3-8. Et chacun racontait comment il équilibrait son diabète, ou pas, d'ailleurs, avec son projet de vie. C'était ça qui était intéressant, c'était pas savoir s'il fallait se faire les injections du côté droit, au côté gauche ou autre. Bon, donc on a beaucoup plus appris. Et donc, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en me disant, mais à toi, je vais te parler parce que tu sais, tu souffres avec moi, tu souffres de la même chose. Donc, cette relation entre pairs, l'accompagnement par les pairs, nous l'avons conçu comme cela, parce qu'il y a une véritable... aptitude à pouvoir se confesser, se communier entre patients, parce qu'on subit la même difficulté de vie et on a peut-être passé les mêmes obstacles que la personne. Donc, sauf qu'il y a une nécessité d'être formé à accueillir les problématiques et les difficultés des uns et des autres. Je ne veux pas les raconter, je vais accueillir. Et il faut que, effectivement, je les interprète pour pouvoir accompagner cette personne-là. Donc ça nécessite évidemment des formations et tout le monde n'est pas capable de faire ça. À l'Association française diabétique, on sélectionnait les patients avant de les former et à mi-formation, on avait une journée, on appelait ça d'évaluation, où on éliminait carrément. Parce que, effectivement, pour pouvoir accompagner d'autres personnes, il faut avoir une véritable formation. Mais il y a de la part, on parle des pathologies chroniques, toutes sont comme cela, une véritable appétence à communiquer avec d'autres. Et on sera beaucoup plus enclin à se confesser à un autre patient. On dira certaines choses à l'infirmière, on n'ira pas les mêmes choses au médecin, on n'ira pas les mêmes choses aux spécialistes. Et on ira beaucoup à son collègue patient qui souffre avec nous. Et donc je trouve que dans l'équipe soignante, ce patient-là, appelez-le comme vous voulez, accompagnant, expert, partenaire,
il a un rôle éminemment important à jouer dans la reconstruction, effectivement, et dans le retour à un projet de vie des personnes. Donc, pour moi, j'ai toujours défendu ça dans l'équipe, que ce soit d'éducation thérapeutique ou d'autres programmes. J'ai toujours défendu ça parce qu'il a un rôle éminemment important à jouer. Il est celui qui va délier, effectivement, la parole de ces personnes qui sont parfois en méfiance de la blouse blanche. Le stress de la blouse blanche, ça existe. Donc, le statut de patient ne suffit pas encore pour être légitime. L'idée, le statut, ça sert à rien, une statue. C'est comme un cadre sans tableau. Excusez-moi pour mon petit côté artiste-peintre. Mais pour revenir à cette histoire de formation, il y a des moments pour ça. Au niveau du FPP, alors je parle de ce que je connais, c'est pas pour le premier stade, c'est un MOOC, c'est une sorte de vidéo où la personne peut déjà prendre conscience qu'elle n'est pas toute seule. Après, on a un niveau 1 où la personne devient acteur de sa santé, où il devient ressource. Mais pour autant, de là à aller dans le système de soins avec des soignants, c'est plus compliqué. Et puis on a le DU, donc avec la fac de médecine de Créteil, sur le médicament, je l'ai expliqué ce matin, hein, bon, je ne vais pas vous faire le titre à chaque fois, qui lui, effectivement, va être obligé d'être plus sélectif. Déjà, il y a un moment psychologique. À quel moment je peux aller engager un cursus d'étudier pendant 1 an ou 2, où j'en suis de ma pathologie, où j'en suis au niveau psychologique, où j'en suis de ma reconstruction. Est-ce que c'est quelque chose qui va me servir au niveau professionnel pour rebondir professionnellement? Est-ce que je peux retourner? Moi, j'ai 2 amis qui ont fait le niveau 1 cette année. On se connaît depuis longtemps, des costauds, psychologiques. Ils ont fini le niveau 1. Je pensais qu'il y en a 1 ou 2 qui feraient peut-être le DU. Ils m'ont dit, moi, entendre parler de problèmes de santé pendant 30 heures de formation, Jean-Philippe, c'était super. Mais j'arrête, j'ai pas envie d'entendre parler de ma... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi une réalité psychologique de l'individu. Donc il y a une sorte de sélection comme ça. Et puis la formation, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on est dans cette écoute active, empathie? Et toujours, j'entends que ça va très vite. Quand c'est dans le sens, le patient partenaire avec les autres patients. Je rejoins ce qu'a dit, cher président, ce matin, je vous disais que ça a démarré avec les alcooliques anonymes. Je le pense, c'est-à-dire qu'il y avait cette parole commune entre nous et ainsi de suite qui faisait que ça se libérait. Après, ça a évolué, mais aujourd'hui, quand j'ai fait mon mémoire pour mon DU, je vous ai dit, j'ai voulu aller voir les soignants. J'ai été reçu par des oncologues, des cardiologues. Vraiment, j'ai eu 20 personnes super, etc. Tous, je vous ai dit ce matin, voyez le patient partenaire ailleurs. Donc, devant leur porte, il faudrait certainement une formation commune et une après avec leur spécialité, ce qui n'est pas obligatoirement comme une formation continue chez les employeurs, etc. Mais pas un. Pas un m'a posé la question, ah ouais, mais dans votre formation, il y a quoi? Ça dit quelque chose psychologiquement que, non mais vous avez rien à nous apprendre. Non mais dans cette oubli de question, oui, ok, je suis un peu, j'ai 20 ans de moins, c'est ça. Je suis encore un peu provoque, mais je veux dire, voilà, c'était, voilà, il y avait une volonté, mais de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans votre formation? À quoi vous avez été formé? Pas un m'a posé la question. Ça dit quelque chose, même si tous étaient dans un état d'esprit qui a obligatoirement évolué depuis 20 ou 30 ans de santé, où ils sont moins paternalistes ou machin, etc., moins directifs avec des petites nuances, on a bien vu, sémantiques parfois. Voilà. Donc, il faudra y passer par là, je pense, parce que c'est aussi ça qui fera une crédibilité. Si je dis, je suis expert de ma maladie, je me suis auto-formé un médecin, il rigole, il dit, moi j'ai fait 15 ans d'études et tu es expert de ta maladie, tu es expert que de toi. T'es expert de rien. Vous voyez, et même, on peut vivre de diabète différemment, on peut le vivre, enfin voilà. Tout ça, c'est quand même à évoluer, mais je pense qu'il faudra qu'il y ait des formations validantes qui aussi feront que nos interlocuteurs devront reconnaître un minimum de compétences. S'ils le veulent. Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à la légitimité, puis la complémentarité avec les autres dans l'équipe est un de ces facteurs-là. Puis moi, en tout cas, je vais être très franche, mais mon expérience, peut-être du point de vue des patients qui reçoivent l'accompagnement, la légitimité était plus facile, mais avec les professionnels de la santé, c'était loin d'être facile, honnêtement. Il y a énormément de résistance. Je pense qu'il faut, en tout cas chez nous, il faut le nommer. Puis là, justement, il y avait des questions, est-ce que je vais perdre mon temps avec ça? Même réflexion, ça fait 15 ans que j'étudie, fait que tu vas me dire que tu es expert, tu es un professeur. Non, je pense qu'il faut reconnaître que c'est un enjeu, en fait. Puis même dans le système de santé, il y a des grandes hiérarchies entre le type de médecin et tout ça. Donc, imaginez, avec les patients, c'est pas quelque chose qui se fait si naturellement. Puis moi, je suis tellement impressionnée de voir ce qu'on a pu faire en peu d'années.
Maintenant, même les IRSC, souvent, ils exigent, c'est un institut qui finance la recherche en santé, ils exigent qu'un patient fasse partie, un patient partenaire fasse partie du projet. Des fois, ils sont dans les comités d'évaluation. On part de loin pour arriver à... La norme, c'est de les inclure maintenant, plutôt que l'inverse, de les ajouter. Alors, je pense qu'on a fait un bout de chemin, mais de dire que c'est facile, c'est la légitimité est automatiquement donnée dans le système de santé, moi, c'est pas en tout cas le vécu que j'ai eu avec cette... Non, mais moi, je suis dans une lecture positive et je dis le bien. Si demain, je fais une intervention... Je fais une intervention en ETP à l'hôpital de la Croix-Rouge sur l'annonce de la séropositivité au niveau HIV. Je n'ai pas nommé la personne qui m'a contacté. À un moment, elle m'appelle 2 fois et je suis prévenu de son appel en numéro masqué, en m'expliquant, oui, on va inventer quelque chose. J'espère qu'elle n'écoute pas la visio. On va inventer quelque chose. Demain, on fait une réunion de TP et on invite des patients avec de l'expérience. Tu regardes, tu lui dis, mais tu n'as rien inventé. Enfin, voilà, je suis au téléphone. Et je suis avec ce téléphone en numéro masqué. Et à un moment, je dis, bon, OK, pour la réunion, on en reparle. Est-ce que vous pouvez me donner vos coordonnées? Elle me dit, non, je vous rappellerai, c'est mon secrétaire. Je dis, si un partenariat, ça commence, est-ce que vous n'êtes même pas capable de donner votre téléphone? Ça va être compliqué. Donc, vous voyez, des exemples comme ça, mais ceux-là, je ne les raconte pas d'habitude. Je suis dans cette dynamique d'aller vers de voir ce qui va bien et ce qu'on peut améliorer. Je crois que Marie-Pascale voulait réagir. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Catherine là, sur les changements de relations entre les patients partenaires et les professionnels. En tout cas, nous, une des façons par laquelle on passe, c'est vraiment par la formation initiale, parce que c'est vrai que quand on est un professionnel de la santé, la seule relation qu'on nous inculque, c'est une relation de soignant-soigné. Donc, en partant de ce principe-là, quand on voit arriver l'autre en relation d'équivalence, on est complètement désemparé. On ne sait pas comment interagir avec l'autre parce qu'on n'a jamais appris. Et le fait qu'ils interviennent, et moi je trouve ça fabuleux là, que par exemple, pour reprendre l'exemple du diabète, le diabète soit enseigné par un endocrinologue et un patient diabétique en même temps et que ça soit mis sur un même pied d'égalité sur les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels, ça change déjà les futurs professionnels de la santé, leur posture par rapport à la relation qu'ils peuvent avoir avec des patients. Donc ça commence très très tôt là. Il faut vraiment les introduire immédiatement pour que on comprenne qu'il y a plusieurs types de relations qu'on peut avoir avec un patient et que ce n'est pas uniquement dans une relation de soins. Je suis le soignant et tu es le soigné. Mais je pense que c'est important effectivement d'intervenir le plus tôt possible dans la formation. Mais il faut aussi réaliser que pas mal de médecins oublient ensuite beaucoup de ce qu'ils ont appris au début de leur formation et qu'il y a les modèles qui sont perpétués ensuite dans les établissements. Et donc, il y a les cultures institutionnelles. Alors, il faut combiner le tout. Oui, exactement. Il n'y a vous pas avez tout à fait raison. Réponse. Mais ce qui est génial, ce que j'ai pu voir, c'est que ça va très vite. Étonnamment, les études de médecine au Québec sont un peu plus courtes qu'en France, donc bon, ça aide. C'est 5 ans. Mais là, les patients partenaires qui interviennent dans les établissements, ils ont la nouvelle génération avec laquelle ils parlent, qui ont eu les patients partenaires. Donc, ils sont en contact avec des professionnels qui savent très bien ce que c'est qu'un patient partenaire, ils savent très très bien comment interagir avec eux, etc. Et ça fait quand même, ça fait 10 ans, quoi. Donc, c'est quand même assez étonnant. Moi, j'étais assez étonnée de voir la vitesse à laquelle ça allait. Puis ça oblige les anciens patrons à revoir quand même leur façon de faire parce qu'ils sont poussés. Il commence à avoir une masse critique de professionnels. Quand c'est tous les professionnels qui sont formés en même temps, ils arrivent à un moment sur le marché du travail. Là. Donc, ils arrivent et disent comportement, ça marche pas. Moi, je vois mes enfants, l'EDI, c'est inscrit dans leur patrimoine. Tu n'as plus le droit de dire certaines choses. Pas possible. Point. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un module DPC qui est développé autour du patient partenaire. Est-ce que quelqu'un aurait... de développement professionnel continu. Tous les professionnels de santé sont soumis à une obligation de formation continue régulière? Non? Mais ça serait peut-être une idée. Alors, un micro, s'il y a un micro qui peut aller dans la salle, venez, amenez-le. Dans la communauté de pratique qu'on a, nous, c'est comme ça qu'on le considère. On le considère en formation de patient continu. Oui, c'est ça. Oui, donc moi je participe en fait à l'ingénierie pédagogique et à l'animation de formation, notamment avec Savoir Patient. Donc, et on est au catalogue de l'ANFH, donc l'Association nationale de la fédération hospitalière. Et c'est comment travailler avec un patient partenaire, en équipe ou dans l'organisation. Oui, mais ça, on va embaucher. Dans le cadre hospitalier, que ce soit la PHP ou la FH,
la FHF, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, ce que vous dites là, dans les DPC, c'est la médecine libérale. C'est comment, effectivement, dans le cadre de la médecine libérale, sur une prise en charge collective, sur un territoire donné, des pathologies chroniques, et on essaie de transformer, effectivement, cette médecine-là à une médecine de groupe qui doit permettre effectivement de prendre en charge le cardiovasculaire, le diabète et bien d'autres pathologies sur des territoires. Comment on arrive dans le cadre des formations continues des PC sur la médecine libérale, de faire des formations à l'écoute et à l'acceptation d'écouter le patient plus que bonjour et au revoir. C'est ça qui est... Mais effectivement, dans le milieu hospitalier, on voit bien la transformation assez rapide d'ailleurs. Moi, je pense que, alors que j'ai connu moult engueulades avec certains pontes de la diabétologie sur nos initiatives de former des patients pour accompagner d'autres patients, aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette réticence-là. Au contraire, dans bon nombre de services hospitaliers, on souhaite au contraire faire participer les cassotères. Voilà, ça s'est développé, ça marche. Mais c'est plutôt aujourd'hui le problème de la démocratisation de ce que j'appelle l'éducation thérapeutique. Comment la démocratiser et comment faire rentrer effectivement ces nouveaux modes de regard et de relation entre les patients et les soignés sur la médecine libérale. Je vous remercie. Je vais vous demander de jouer un petit peu, de bouger, parce qu'en fait, on vient de me dire que Monsieur Raymond, vous n'étiez pas dans le cadre de la caméra, et j'en suis désolée. Pas de photo. Donc on va se serrer un petit peu sur la gauche. Pardon. Est-ce que vous pouvez me dire en Zoom si c'est bon? Ah, il y a Sabrina qui voulait réagir, c'est ça, Stéphanie? Alors, est-ce que quelqu'un, parce que je ne peux pas... Alors, il me semble que la réponse de M. Raymond... Alors, au micro. Ouais. Oui, il me semble que la réponse de M. Raymond n'a pas été entendue quand monsieur, vous étiez dans les gradins. Sur la rémunération? Oui, à la suite de la rémunération. Vous parliez du temps qui restait et du cadre législatif. Alors, je veux bien rapidement, sur la rémunération, tout a été dit aujourd'hui. Et c'est que c'est un problème qui est devant nous et qu'il nous faut effectivement résoudre. Alors, je parle que pour la vision franco-française, mais je me rends compte que ce soit au Canada ou en Suisse ou en Belgique, les choses sont les mêmes. Et donc, effectivement, d'abord, on a un besoin de clarification sur les objectifs et sur le sens que l'on veut donner à cette participation du patient ou des patients partenaires formés, etc., dans les équipes ou autres. C'est exactement les objectifs, il faut bien définir le rôle. Et à partir de là, effectivement, il faut concevoir une valorisation de cet engagement-là, de cette expertise-là, même pas expérience, cette expertise-là. Et donc, il va bien falloir à un moment donné que le législateur pose quelques cadres qui nous permettent effectivement de pouvoir avoir cette reconnaissance-là. Alors, est-ce que c'est une rémunération, un salaire? J'ai toujours pensé, moi, que lorsqu'on était salarié, pour l'avoir été dans le privé pendant longtemps, j'étais quand même dépendant de la pensée de celui qui me payait tous les mois. Même si parfois je lui disais que je n'étais pas content, mais à partir de là, j'en changeais. Donc ça ne va pas le faire. Est-ce que ça doit être des structures et qui doivent conventionner avec les hôpitaux, les services, pour que les patients soient des adhérents de cette structure-là, ou est-ce que c'est des conventions individuelles des patients? Tout cela, moi, encore une fois de plus, je ne vais pas vous dire c'est comme ça ou pas comme ça. Il va falloir le travailler tous ensemble et que le législateur nous donne un cadre dans lequel on pourra s'y retrouver. Mais il est bien évident que l'évolution de notre société fait que l'engagement bénévole que l'on a connu et que j'ai connu, j'ai l'impression d'être un dinosaure, c'est terminé, c'est fini. Et que, effectivement, à un moment donné, si on veut sauver notre vivre ensemble et notre système de santé solidaire, il va bien falloir qu'effectivement, ce militantisme soit reconnu et valorisé pour ce qu'il est. Merci, le message est cette fois entendu. Toujours sur la question de la légitimité et indirectement liée, je pense que si on veut un dispositif qui soit légitimement reconnu, ça suppose peut-être qu'on l'évalue. Et
je crois que là, on a une grosse carence. Donc, est-ce que vous pouvez rebondir, réagir sur cette problématique de l'évaluation des dispositifs de patients experts, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui veut commencer. De toute façon, notre système de santé est bâti sur quelque chose d'extrêmement curieux, c'est intéressant quand on creuse. On a une nécessité de moyens, pas de résultats. Enfin, les médecins vous disent non, on va mettre en place les moyens, mais pas les résultats. Je pense qu'effectivement, tant qu'on ne sera pas en capacité d'évaluer d'une façon qualité de vie, pas simplement les moyens, mais les résultats vis-à-vis des patients, ce qui a été mis en place pour eux et avec eux, eh bien, on aura toujours du mal, effectivement, à pouvoir entrer dans un cercle vertueux. Donc, l'évaluation, que ce soit des professionnels de santé, de l'organisation du système, doit s'évaluer au résultat. Voilà pourquoi on parle beaucoup des PROMS, des PREMS, et effectivement, ces évaluations-là sont aujourd'hui indispensables. Dans le cadre demain du patient partenaire ou du patient accompagnant, c'est la même chose. Il faudra savoir évaluer, effectivement, si son action, individuelle ou collective, apporte un plus à l'équipe soignante, apporte un plus aux patients accompagnés, bien entendu. Ça, c'est un peu mon boulot, entre guillemets. Là, j'ai une chaire de recherche qui est spécialement là-dessus. Là, donc, ça fait quand même 6 ans qu'on travaille que là-dessus. Puis, pour rebondir sur ce que vous avez dit, on est déjà à plus d'une dizaine d'articles qui ont été publiés sur des données à la fois quantitatives et qualitatives sur l'apport des patients accompagnateurs, non seulement en oncologie, mais en réadaptation, chez les grands brûlés, en maladies chroniques, enfin bon, et j'en passe. Là, donc, pour montrer qu'il y a plein de domaines. Puis, c'est vrai que c'est une vraie science parce que ça ne s'improvise pas. Là, il faut faire des vrais devis de recherche. Puis, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pu présenter parce que je manquais de temps, mais ce qui est vraiment intéressant dans la manière, en tout cas, où moi je conçois les choses depuis maintenant un certain temps, c'est d'abord de travailler à co-construire des interventions et des innovations avec les personnes concernées. Donc vraiment, on travaille un certain nombre à essayer de voir de quelle manière on peut répondre à une problématique, comme ce qu'on a fait par exemple sur Parole Onco. Il y avait vraiment une vraie problématique des patients qui étaient arrivés en disant on a un problème, on n'est pas du tout soutenu au niveau émotif, help, trouvez-nous une solution. Donc on a proposé cette solution, enfin ils ont proposé cette solution-là, puis on a appuyé et on a fait tout le devis de recherche. Puis après on teste l'intervention, donc avec des devis aussi particuliers, puis on est même allé jusqu'à des essais randomisés quand même, on a réussi à faire ça. Donc pour la clinique de la main au CHUM, où on a été capable de comparer des patients qui avaient eu un soutien versus des patients qui n'avaient pas eu de soutien pour des personnes qui ont eu donc des traumatismes aigus de la main, donc c'est-à-dire perte de doigts, mains, etc. Et on a pu mettre en évidence que la capacité de concevoir son handicap était totalement différente quand on a eu un patient accompagnateur versus quand on ne l'a pas eu, qu'on a une meilleure capacité de pouvoir gérer sa douleur et en plus qu'on est plus capable de retourner sur le marché du travail. Donc ça commence à devenir hyper intéressant pour tout le monde. Ça veut mettre quand même, surtout quand c'est gratos. Je veux dire, bon, mais c'est ça, on a besoin de ces données pour pouvoir le faire. Puis on a fait des évaluations, pas seulement au niveau des patients accompagnateurs, on l'a fait aussi sur les plans d'intervention. Donc les plans d'intervention, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre à la personne de pouvoir elle-même déterminer ce dont elle a besoin pour ses soins, avec exactement ce que vous avez dit, l'accompagnement de ses pairs, donc et aussi des professionnels. Et donc là, on a été capable aussi de voir comment on pouvait, moi j'adore dire ça, là, de dégoupiller des bombes, là, parce que des bombes à retardement, il y en a constamment dans le système, mais c'est d'être capable de pouvoir travailler en amont sur toutes les problématiques que les personnes peuvent rencontrer pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Parce que comme vous avez dit, les gens ont beaucoup de mal à amener ces problématiques avec l'équipe. Ils sont super angoissés de le faire. Il y a cette asymétrie quand même de pouvoir qui est excessivement difficile. Et si on le décoince par un proche ou un patient qui travaille avec la personne pour qu'elle puisse se faire déjà une idée de ce dont elle a besoin, parce qu'elle n'est pas toujours là, parce qu'on l'a souvent infantilisée. Je l'ai fait par exemple avec l'APF, l'Association des paralysés de France, France Handicap. Eh bien, on est en train de faire des petits miracles. Là. Il y a des jeunes là, qui sont complètement à l'ombre de leurs parents, qui ne prennent jamais de la parole, mais le fait qu'ils ont commencé à parler avec des jeunes qui s'étaient émancipés, tout d'un coup, hop, salut. Et les parents, ils sont ramenés derrière, et puis c'est moi qui décide. Non, mais c'est ça, c'est génial. Et puis, on a fait des évaluations là-dessus. On a fait des évaluations aussi de qu'est-ce qui se passe quand on fait un comité d'amélioration continue, quand il y a un patient et quand il n'y a pas un patient. Donc, on a comparé les deux. Et on voit aussi la différence.
À l'INES, donc, qui est l'équivalent de la Haute Autorité de Santé, j'ai fait 3 études d'évaluation, une sur les dispositifs cardiaques implantables, une autre sur la maladie de Lyme et une dernière sur un panel des usagers. Dans les 3 cas, je suis capable de pouvoir vous mesurer absolument parfaitement, exactement l'apport de chacun des interventions qui ont été très différentes de choses. Mais donc, maintenant, on a des outils, on a des questionnaires validés. Et puis maintenant, je me lance dans un autre truc qui est la santé connectée, où pareil, on a aussi des outils qui vont nous permettre de montrer comment les patients vont pouvoir utiliser la santé connectée avec l'accompagnement de leurs professionnels, plus des patients accompagnateurs, sur un modèle de reconnaissance de leur savoir expérientiel. Donc ça va être super intéressant. Quand je vous parlais des différents facteurs de la légitimité, pour moi, l'évaluation était vraiment cruciale. Puis justement, je pense que les professionnels de la santé sont sensibles à ces données-là, avoir des données empiriques. Donc, je pense que ça fait partie de la recette du succès. Puis, un des effets bénéfiques du projet qui m'avait beaucoup interpellée aussi, c'est l'effet sentinelle. Je pense que tu l'appelais comme ça, Marie-Pascale, mais cette capacité que les patients accompagnateurs vont avoir de signaler certains enjeux à l'équipe soignante. Vous savez, on a une augmentation des plaintes pour ça. C'est arrivé pendant le COVID. Il y a peut-être un petit relâchement là-dessus. Puis là, l'équipe, en fait, appréciait parce qu'elles disaient, ces équipes-là, qu'elles avaient peu de rétroaction sur leur travail. Ça leur donnait une motivation accrue aussi dans leur travail. Donc, il peut y avoir des effets bénéfiques de plein de façons. Puis si je peux ajouter je ne dirais pas que c'est un pavé dans la mort, mais bon, bref, sur le volet d'évaluation, une question que je me suis posée avec les patients accompagnateurs quand je réfléchissais aux enjeux juridiques. Au Québec, on a un régime de plainte qui s'appelle, c'est les commissaires aux plaintes et à la qualité des soins. En fait, toute personne qui reçoit des soins en service de santé ou qui aurait dû recevoir des soins peut finalement faire une plainte au commissaire. Puis là, je me suis dit, non, mais à partir du moment où on a les patients accompagnateurs, est-ce que on ne parle pas des professionnels qui évaluent la pratique, mais le patient qui reçoit le soin, est-ce qu'il peut se plaindre du service qu'il a reçu du patient accompagnateur? Puis je me disais, ça fait partie aussi, chez nous, ces plaintes et qualité des services. Ce système de plainte permet faire des recommandations systémiques pour améliorer la pratique. Donc, puis ma recommandation, c'était oui, à partir du moment qu'ils sont implantés dans un établissement de santé, il faut qu'on puisse leur donner accès aux patients à ce service de plainte qui permettrait aussi, d'une certaine façon, d'évaluer la pratique. Puis le fait que le projet de loi 15 mentionne plus officiellement la notion va encore plus officialiser, je pense, la possibilité d'avoir accès au régime de plainte et pour améliorer la qualité de la pratique. Par contre, ce que je trouvais le revers de la médaille un peu, c'est que alors que les professionnels, par exemple, les médecins qui reçoivent une plainte, souvent appellent leur association. Bon, j'ai reçu une plainte, je fais quoi avec ça? Ils ont comme un peu de soutien. Je me disais, les patients accompagnateurs, déjà, c'est bénévole et tout ça, qui reçoivent une plainte, est-ce qu'ils vont avoir le soutien aussi pour, qu'est-ce que je fais avec ça? De pouvoir en parler. C'était une de mes recommandations aux établissements de santé aussi, de leur donner une personne un peu pivot qui va les soutenir dans leur pratique, répondre à leurs questions. Donc, il y a tellement de fils à attacher, mais ça n'était un important, je trouve. Oui, juste quelques mots. L'évaluation est indispensable, évidemment. D'ailleurs, elle est indispensable aussi si on veut valoriser l'activité, parce que c'est grâce à cela qu'on aura des arguments qui permettront de le faire. Mais sur la valorisation, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui était des valorisations très modestes de cette activité-là. Et puis, M. Ouvry, vous avez soulevé un point ce matin que j'aimerais reprendre. C'est presque exclusivement des femmes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de nouveau là un problème d'inégalité de genre ? Je ne sais pas si c'est une question de rémunération, une question d'empathie. Voilà, ou de quelque chose dans la structure du mal, de vous toujours avoir l'air très fort, etc. Il y a peut-être quelque chose de culturel. Et puis, je ne sais pas si effectivement, hélas, et les nouvelles générations vont nous changer tout ça, je pense, mais qu'il y a moins d'empathie, il y a moins envie de transmettre, il y a moins envie d'aller vers ce bien presque naturel, pour ne pas dire maternel. Voilà, ça me pose une vraie question. Alors après, on peut se dire, oui, mais il doit travailler, etc. Moi, je crains, enfin les deux sont des vraies problématiques, mais je crois que ce soit plus une question psychologique et de structure mentale que véritablement de salaire. Je crains que les mâles soient moins généreux. J'en suis désolé, c'est qu'une opinion. Et souvent, quand je parle, sachez que même là, j'ai dit des choses aujourd'hui, c'est en tant que Jean-Philippe Ouvry et pas obligatoirement en tant que président. Je voulais vous dire
Parce qu'après, je voulais répondre sur quelque chose, mais... Non. Je vois qu'il y a des... donc, il y avait juste une chose, c'est que je me disais que la valorisation, la revalorisation, l'évolution, c'est toujours pareil. Avec le cadre, on en posait la question juste après le cadre, qui de la poule a fait l'œuf? Il va falloir choisir, est-ce qu'on met d'abord un cadre pour pouvoir évaluer? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on fait des évaluations comme ça qui vont permettre de définir le cadre? Là, je vais prendre l'exemple que vous avez donné. Ça peut fonctionner. Alors, dans le système, est-ce que tout le monde peut le faire? Nous, on a au niveau de notre MOOC, on a eu un appel à projet il n'y a pas très longtemps et on se fait une auto-évaluation. Enfin, on est en train de monter un projet avec Soins et Santé pour aller sur le même principe, voir est-ce que ceux qui ont suivi le MOOC, qui ont suivi notre formation, ont une évolution, comment ils le ressentent les choses, est-ce qu'ils sentent l'évolution de leurs soins, et comme ceux qui ne l'ont pas eu. Et ça, on le fait avec... alors, c'est un appel à projet pour le moment, et puis si on ne l'a pas, j'espère qu'on le financera quand même, parce que c'est avec Soins et Santé, une société qui s'appelle Synaken. Mais on s'est posé cette question de déjà aller commencer à s'auto-évaluer. Parce que, comme vous le dites, pour les professionnels, pour tout le monde, ça sera une évidence. Mais on va voir cette question, quand je dis qui de la poule a fait l'œuf. Voilà, le cadre, il va falloir essayer d'avoir une chronicité de ces choses-là, quoi. Je crois qu'il y avait une demande d'intervention de Sabrina Burga dans la salle. Oui, je voulais rebondir sur la question que posait Olivier Guyot sur le problème de genre. On est typiquement dans le débat qu'on est en train de discuter la rémunération du care. Et la rémunération du care, elle n'est pas reconnue dans les systèmes. Et donc, on discute de mieux revaloriser le care. Et je pense que ça s'inscrit aussi dans cette réflexion-là, de dire c'est typiquement une prestation de care. Et que oui, je pense qu'il faut être attentif à cette question de genre. Et c'est peut-être aussi une autre explication sur le fait qu'il y ait des femmes, mais pas des hommes enfin, une majorité de femmes qui le fait maintenant sans rémunération. Et si on rémunère, il y aura peut-être aussi une plus grande égalité. Merci de cette remarque. Je crois que Stanislas avait une question. C'était une question et à la fois une remarque, parce qu'on l'avait beaucoup vu en cours, notamment avec vous, il me semble, Madame Morlet, sur tout ce qui est santé et femmes. Et je prends un exemple, on avait vu que par exemple l'accouchement était un acte naturel et pas un acte médical. Est-ce que ce ne serait pas aussi une sorte de symptôme du fait que les femmes sont plus amenées à discuter entre elles de toutes ces pratiques médicales et de tout cet accompagnement, plus que les hommes qui ont moins l'occasion de discuter entre eux? Quand on l'avait vu en cours, il y a des gros problèmes dans la santé maternelle. Voilà, donc, est-ce qu'elles ne seraient pas plus amenées à discuter entre elles et que c'était plus naturel? Alors, on peut répondre en disant que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. En fait, c'est-à-dire qu'une femme, quand elle parle, c'est pour échanger. Un homme, quand on lui parle, lui, il pense qu'on lui demande une solution. Alors que parfois, on demande juste, et c'est le cas de tous les patients, et le rôle du patient partenaire, c'est juste d'écouter. Le patient partenaire n'est pas toujours là pour donner des solutions, il est juste dans l'écoute. Et voilà, je crois qu'il y a, pardon pour cette référence, mais il y a une différence d'approche. Quand on interroge un homme, il pense qu'on lui demande une solution et il ne comprend pas quand on ne suit pas ses conseils, parce qu'il se dit pourquoi tu m'as demandé alors si c'est pour pas m'écouter, alors que la femme va être plus dans l'écoute. Voilà. Donc on est un peu dans les clichés. Et je vous remercie, ça me permet une annonce. On n'a pas encore la date, mais on a les masters assurance activité, assurance et responsabilité de santé qui proposent d'organiser un colloque sur la santé des femmes et les discriminations. Donc je pense qu'on reparlera de ces sujets. Dernière question. Oui, pardon. C'est intéressant comme point de vue. La clinique de la main, c'est quasiment que des hommes. C'est les personnes qui font le travail manuel le samedi et le dimanche et qui se coupent des doigts avec des scies, c'est quand même dans 90% des cas des hommes. Et on a vraiment débuté le projet avec des hommes. Je veux dire, c'est 4-5 hommes qui ont monté le projet avec nous, qui l'ont réalisé et qui l'ont mené. Donc là, c'est un bon contre-exemple comme quoi il y a des hommes qui s'impliquent et qui le font bien. C'est sûr que si je suis totalement honnête avec vous, là, en ce moment, on a 2 femmes là, qui font le soutien, mais on a eu pendant 5 ans que des hommes. Donc c'est un peu comme il y a des choses qui changent, les gens reviennent, repartent et autres. Mais il y a vraiment un appétit quand même aussi pour les hommes de participer. Et puis on travaille sur le cancer de la prostate actuellement.
Et sur le cancer de la prostate, on va peut-être un peu changer la manière exacte d'intervenir, mais il y a aussi une très grande ouverture de la part des hommes pour échanger entre eux sur ce qu'ils vivent et sur des sujets très tabous qu'ils n'osent pas adopter. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a comme une petite réticence. Là, il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à devenir patients accompagnateurs. Il y a un peu moins d'hommes qui sont prêts à rencontrer un patient accompagnateur. Donc là, on a un travail à faire sur comment on présente un projet comme celui-là auprès des hommes. Parce que comme vous le dites, ce n'est pas tout à fait effectivement de la même façon qu'il faut le présenter qu'à des femmes. Puis il y a un autre projet qui est les cancers du visage. On a travaillé aussi beaucoup sur les cancers du visage et les épithèses. Et là aussi, on a beaucoup d'hommes à qui c'est arrivé. Et donc, on a des hommes qui travaillent avec nous et qui sont très, très, très engagés. Donc, voilà, c'est juste pour... Alors, je voudrais terminer avec une question peut-être un petit peu provocatrice. Je voulais vous demander si vous considériez que peut-être le succès croissant de ce dispositif de patient expert, est-ce que ce n'est pas quelque part le symptôme d'une lacune de notre système de santé? C'est ce que tu évoquais un petit peu tout à l'heure. Donc, voilà, est-ce que derrière ce succès, ça ne cache pas des échecs? Qui veut réagir? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, non, je ne pense pas que ça cache l'échec ou autre. Enfin, au contraire, c'est une évolution extrêmement remarquable de la vision de ce que doit être le prendre soin de soi et des autres, d'une vision extrêmement revenir aux sources du métier de soignant qui est là, effectivement, pour accompagner, pour aider, voire parfois guérir des personnes qui souffrent. Et donc, il y a l'empathie, l'écoute, la bienveillance, on revient aux sources là. Et je trouve que le fait de permettre effectivement à ceux qui souffrent de pouvoir être des acteurs d'abord pour eux-mêmes et aussi pour pouvoir aider les autres qui souffrent à être de vrais acteurs est une évolution, au-delà d'ailleurs du système de santé, c'est une évolution de notre société à faire participer l'ensemble de nos concitoyens à des sujets qui sont extrêmement importants dans le vivre ensemble et dans l'évolution du système de santé. Non, je ne trouve pas que c'est un manque, c'est une évolution profonde de vivre ensemble où on s'attaque effectivement à quelque chose d'extrêmement difficile, à une montagne, à l'Everest. Parce que, oui, vous l'avez dit, les professionnels de santé sont des sachants. Vous vous rendez compte, l'ignorant est en train de donner des conseils aux sachants. C'est inconcevable. Et on ne m'entend pas. Bon, mais tant pis, je le reconnais. Ah, je pense que c'est vrai. Oui, c'était très bien. On vous confirme à la maison que c'était très bien. Je vais me prêter à l'exercice. J'aime beaucoup la question. Moi, je trouve que c'est vraiment une évolution, une révolution, en fait. On est vraiment dans l'empouvoirment. Mais quand même, je trouve qu'il y a du vrai dans la question. Et le terme empathie me revient constamment depuis ce matin. Je me dis, est-ce que aussi, c'est pas pour répondre à la lacune de l'empathie dans le système de santé qu'on a trouvé un acteur qui pouvait la donner parce que nous, comme professionnels de la santé, on est moins en mesure de la donner. Puis pourquoi je réfléchissais à ça, donc une délégation de l'empathie, qui me préoccupe sérieusement. Je pense que c'est pas de le donner à quelqu'un, il faut que tout le monde l'aille. Mais je me rappelle d'une statistique que Vincent Dumas, qui est à l'origine du partenariat patient à l'Université de Montréal, avait dit, puis ça fait quelques années, donc j'imagine que les chiffres ont évolué, mais avait dit un médecin qui rentre en formation, puis entre le moment qu'il rentre en formation, puis qui sort de sa formation, a perdu 80% de son empathie. Ça m'avait vraiment marqué, puis c'est là que ça avait éveillé ma curiosité, puis on peut expliquer ça de plein de façons. Donc, comment ce médecin-là, qui a beaucoup moins d'empathie, quand il commence à pratiquer vraiment, dans le fond, on peut lui redonner ce goût à l'empathie avec le patient et pas juste « voici, tu vas t'en occuper pour moi, c'est parfait ». Alors, puis oui, il y a les questions de « on a moins de temps pour communiquer dans le système de santé ». Bon, je pense que ça a déjà été dit, mais la question de l'empathie me tarabusse depuis ce matin, en fait. Oui, je voulais aller dans le même sens. Il y a la problématique du temps aussi, puis il y a la problématique des attentes. Les attentes des patients ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 30 ans. Et d'ailleurs, toute la société attache une importance à la santé qu'elle n'a jamais attachée dans des décennies précédentes. Donc je crois qu'il y a beaucoup de facteurs généraux dans la société qui expliquent cela.
ça va peut-être être ma dernière citation. Mandela dit « Je ne perds jamais. Quand je gagne, et quand je perds, j'apprends. » Donc, de ce bilan qu'on peut avoir de notre système de santé aujourd'hui, faisons-en quelque chose, tout simplement. Bon, c'est pas une citation. Souvent, quand quelqu'un apprend qu'il a une pathologie, il y a plein de sidération, il y a plein de choses. C'est pourquoi moi? C'est quoi cette injustice? Il cherche à comprendre pourquoi il a eu ça. Et pourquoi notre système de santé est là. Bien sûr, il faudra analyser. Hein, et en fin de compte, il se pose, excusez-moi, mais la mauvaise question, il n'y a pas de justice dans la maladie. Quand ça vous est tombé dessus, de toute façon, vous l'avez et c'est comme ça. Et il y a une citation de Bouddha qui dit, si à un moment tu reçois une flèche dans le corps, tu as deux solutions. Ou tu cherches à savoir d'où vient la flèche, il y a des chances que tu meurs, ou tu l'enlèves et tu te soignes. Pourquoi je dis ça? Parce que sur cette question que j'ai lue et relue, où on peut avoir notre système de santé français qui va mal, etc., et je vous rappelle que dans le monde, il n'est pas si mal que ça, notre système de français, quand même. Voilà. Il faut saisir au bon ce qui se passe. Il y a un manque de soignants, enfin, on sait tout ça, je ne vais pas vous faire l'article de tout ce qui se passe, on le sait tous. Donc, il y a une réforme obligatoire. Donc, il y a des moyens. Peut-être que, tout à l'heure, j'ai entendu, on ne va pas mettre plus d'argent. Peut-être que l'argent peut être déployé différemment. Ça me paraît même être une évidence. Et on peut... Il y a quand même quelque chose que j'ai vu à un moment en travaillant aussi avec le CLB, le Centre Anti-Cancer. De toute façon, et espérons-le, les cancers, on va les soigner... Ça va durer encore plus longtemps. Les gens vont être de plus en plus chez eux. On les soigne mieux. Les chimios vont aller à domicile. Enfin, il y a toute une évolution, etc. Donc, de toute façon, à un moment, les accompagner, on ne va pas leur mettre un médecin ou une infirmière. Il va falloir trouver des nouvelles formes. Et peut-être pas que le patient partenaire. Pour aider les gens dans cette évolution de la santé. Et comme disait monsieur, les attentes aussi qu'il y a, quoi. Donc, de cette question, est-ce que c'est pas à cause de... Moi, je vous dirais... Peu importe, sauf si ça me sert dans l'analyse pour l'avenir. Mais il faut prendre ça à la balle au bon pour au contraire faire évoluer les choses et changer notre système de santé et intégrer, aujourd'hui c'est les patients partenaires, mais il y a beaucoup de choses encore à faire, mais avec cet optimisme. Mais moi, je ne pense pas que c'est un échec, mais c'est un révélateur. Là. Je pense que ça révèle certaines insuffisances ou limites que le système de santé a et dans la manière dont il s'est construit, dont il s'est développé, la manière dont on l'a financé et puis la manière dont on a conçu les valeurs sur lesquelles il repose. Et moi, je suis en tous les cas, je me sens excessivement chanceuse en tant qu'être vivant sur cette planète d'avoir choisi ces périodes de temps pour pouvoir vivre, parce que quand même, d'avoir la chance de pouvoir vivre ça, de voir ce que j'ai pu endurer en tant qu'étudiante en médecine et voir comment de nouveaux professionnels de la santé sont éduqués grâce à la participation des personnes touchées par des problématiques de santé ou des handicaps ou des problèmes sociaux. Pour moi, c'est vraiment un cadeau. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel qu'on puisse vivre ça. On aurait pu passer complètement à côté. Et c'est une véritable révolution sociale qui est absolument au cœur même de la raison d'être des êtres vivants. Là. Donc, je pense que ça, c'est vraiment remarquable. Et puis, c'est par contre, effectivement, le système de santé, il remue. Là, il n'est pas tout à fait complètement content parce qu'on va le chatouiller dans un certain nombre de domaines, mais ça c'est la friction dans la gestion du changement, et puis il va falloir avancer. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que tout ça arrive à un moment où il y a quand même une crise de financement des systèmes. Alors ça, c'est là où, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est les 10 prochaines années, ça va être très intéressant de regarder. Merci pour ces retours. Oui, une réflexion de madame. Dans la salle, une remarque ou une question? Oui, Paul Lefort disait « Et si tous les gars du monde se tenaient la main ?» Ce serait vraiment super. Je pense que les coûts de la santé baisseraient. Et c'est ça qu'il faut se dire. Je pense que nous, patients partenaires, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Sans devenir accompagnateur, sans gagner de l'argent, ce n'est pas le but. En tout cas, moi, ça fait une année vraiment où je suis là, à Genève, pour aider d'autres patients, et puis c'est un bonheur pour moi. J'ai la chance aussi d'être là sur Terre. J'ai la chance d'avoir appris à faire la méditation, ce qui m'aide pour ce que j'ai par rapport à mon handicap, qui malheureusement j'ai une maladie dégénérative et je ne sais pas pour combien de temps je serai sans
le déambulateur sans la trottinette. Pour le moment, je suis avec des cannes. Mais tant que je suis indépendante, je suis heureuse comme ça. Mais c'est vrai que si... je crois que si tout le monde était rémunéré à bon prix, enfin j'entends en tant que professionnel, peut-être que ça pourrait aider, mais d'autre part, je pense que nous aussi, si on était rémunéré, je suis pour une mini-rémunération, je ne suis pas pour une grande mini-rémunération, parce que nous en Suisse, on ne peut gagner que jusqu'à 2300 francs. Corrigez-moi si c'est faux, c'est juste. Donc, moi, ce n'est pas pour l'argent que je le fais, c'est pour aider les autres. Moi, je suis passée par une erreur grave médicale. J'avais dit que j'étais pour une opération, pour une fracture de pied. L'opération a duré qu'une demi-heure au lieu de 3 heures. Et j'ai fini aux soins intensifs. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais je suis où là? Et la doctoresse est venue me dire, il y a eu une erreur médicale, voilà. Bon, à fois, ça peut arriver à tout le monde. Alors aujourd'hui, moi, je ne vais pas dire au médecin, vous êtes un imbécile, pourquoi vous m'avez donné ces médicaments? Je lui avais dit, la seule chose dont je ne me souviens pas, c'est s'il avait marqué sur son calepin, elle est allergique. J'avais dit toutes mes allergies, mais je ne m'en souviens pas du tout. Mais bon, pour moi, ce n'est pas ça le plus important, c'est aider d'autres patients de manière à ce que ces erreurs médicales soient évitées. On ne pourra pas tout éviter, ce n'est pas possible. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Donc, de toute façon, ça, il faut bien le comprendre. Et pour moi, c'est le plus important, c'est d'aider ceux, c'est d'aller à leur rencontre et leur dire, il y en a qui sont non francophones, il y en a d'autres qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur. Et moi, je suis aussi passée par des peurs. Mais maintenant, moi, ce que j'ai fait, ce que je fais continuellement, c'est que j'ai un dossier médical personnel que je mets à jour continuellement. Et quand je vois un nouveau médecin, je lui présente le médecin spécialisé, je lui présente la spécialité. Et il n'a pas besoin de lire les 70 pages du dossier. Il lit ce qui est important. Et pour moi, c'est tellement important de faire un dossier médical. Enseignez-le dans vos cours. Enseignez-le, faites des dossiers médicaux. Parce que le fait d'écrire, vous vous souvenez mieux. Alors que quand vous allez à l'hôpital pour faire un examen, on vous demande qu'est-ce que vous avez comme maladie, comme accident, quels sont vos antécédents, quelles sont vos allergies. Et on ne se souvient pas. Mais si c'est écrit, oui, on va lui dire, oui, ben, tenez, voilà, c'est ça, c'est fait. Et pour moi, c'est important. Et pour moi, ce qui serait important à Genève de faire, d'ailleurs, je suis passée par un témoignage pour des futurs médecins ou des médecins en formation par rapport à l'erreur médicale. Et ça a été très dur pour moi de communiquer ce qui m'était arrivé, parce que ça fait quand même 5 ans et demi que l'histoire est arrivée. Mais elle m'a dit, cette doctoresse, elle m'a dit, mais ils ont été très contents. Alors comme quoi, on peut apporter notre propre expérience et puis d'éviter de tourner autour du pot. C'est ça qui est important. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Vous avez été vraiment super. Vous m'avez fait passer une excellente journée. Voilà. Merci madame. Merci pour votre témoignage. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleure manière pour conclure cette journée. Donc, merci à tous. Je crois que c'est très excitant pour nous tous d'être à un moment, en fait, où se construit ce concept. Et donc, merci à tous d'avoir participé, les intervenants, le public en ligne. Et merci pour cette belle journée que vous nous avez offerte. Merci. Bonne continuation.